en Afrique les sociétés qui emploient le plus de main-d'œuvre. Cela aura 3 avantages. D'abord, nous allons fournir les produits à l'Europe, produits manufacturés à un moindre coût parce que nous sommes à côté. Deuxièmement, en développant, nous allons créer un marché pour l'Europe et aussi l'Afrique va se développer. Et enfin, le dernier élément, on n'aura plus nos jeunes qui vont aller mourir dans les mers Atlantiques ou Méditerranée. Et vous avez suivi Carlos Lopez quand il est venu ici. L'argent qui rentre par l'aide et ce qui sort est 10 ou 100 fois supérieur à l'aide que nous recevons. Voilà donc les raisons de mon voyage et les résultats. Donc je pense que sur le plan des résultats au niveau de l'Ebola, je suis très satisfait parce qu'il y a un engagement très concret et surtout l'OMS a repris après pour dire que c'est une urgence mondiale et que tout le monde entier devait s'impliquer et ne pas seulement considéré comme une affaire africaine. Deuxièmement, il fallait donner une meilleure explication pour casser cette campagne de panique, pour penser que c'est une maladie qui va s'étendre, qu'on ne peut pas contrôler. Ensuite, il fallait rassurer les hommes d'affaires pour qu'ils continuent à venir investir et surtout préparer les investissements après l'Ebola. Et aussi montrer l'importance de la politique minière guinéenne. Obama a cité d'ailleurs comme exemple et a demandé aux autres États qu'ils étaient prêts à les accompagner. Le G7 était prêt à les accompagner s'ils étaient prêts à faire la même chose que la Guinée. Donc investir dans la santé en général, pas seulement pour l'Ebola. Donc renforcer nos capacités de nos hôpitaux. Faire de l'Ebola une préoccupation mondiale afin qu'on arrive à un vaccin très rapidement. Rassurer l'opinion internationale par les mesures concrètes que nous avons prises et rassurer les investisseurs et montrer l'attractivité de la Guinée. Il est important que le projet Simandou ne soit pas seulement, ça soit un projet mondial, c'est-à-dire qu'il nous vienne des sociétés françaises, européennes, asiatiques et américaines. C'est ainsi que General Electric est prêt à participer au projet Simandou en fournissant les locomotives et les wagons. Vous savez que le General Electric est l'une des meilleures, sinon la meilleure société pour fabriquer les locomotives et les wagons. Nous avons eu ensuite à sensibiliser la diaspora africaine, puisque il y avait une rencontre qui était prévue avec le président Sassou, où nous avons eu à sensibiliser la diaspora africaine, parce que nous avons besoin de leur retour, puisque si nous voulons l'accélération de l'histoire, il faudrait que nos cadres qui sont à l'extérieur, qui ont une maîtrise parfaite de ces nouvelles technologies, s'impliquent dans le développement du pays, soit en travaillant directement, soit en créant des entreprises. Ce qui a été le cas par exemple de quelqu'un comme Econ, qui a mis en place une structure pour électrifier les villages. Il y a aussi beaucoup d'autres jeunes qui ont des idées pour créer des entreprises, donc les encourager en leur montrant tous les avantages qu'ils ont à venir, et surtout les jeunes Guinéens. J'ai cité que la Guinée peut être comme les États-Unis au début du XIXe siècle, ce que les Américains ont appelé le melting pot, c'est-à-dire les Allemands, les gens venaient d'Allemagne, d'Angleterre, etc. C'était des gens qui étaient déjà formés. Donc les États-Unis n'ont pas eu à assurer leur formation. C'est des cadres qui venaient directement dans le marché, sur le marché, parce qu'ils étaient déjà formés. Donc j'ai dit que nous avons des cadres dans les différents pays, que ce soit en Europe, au Canada, aux États-Unis. Ces cadres travaillent dans ces pays. Quand vous travaillez en Allemagne, vous êtes obligé de travailler comme un fonctionnaire allemand, sinon évidemment vous met dehors. Donc j'ai dit que si ces cadres viennent en Guinée, c'est comme si on recevait des centres techniques du Canada, des États-Unis, etc. Donc c'est un peu ce qui a permis aux Américains de se développer par l'apport des Irlandais, des Allemands et autres. Donc nous, nos cadres qui viennent aussi, ça va être un peu ce qu'a été le melting pot américain. Voilà donc les raisons principales et les résultats obtenus pendant ce séjour aux États-Unis. Et comme il est très important que la presse soit informée et que nous ayons un débat pour comprendre exactement pourquoi j'ai été, qu'est-ce que j'ai développé là-bas et quels sont les résultats. Donc c'est pourquoi j'ai tenu à faire cette conférence de presse et à vous exposer exactement ce qui s'est passé. Évidemment, les différents ministres ont eu aussi des réunions avec beaucoup de comités, mais je pense que les ministres auront à s'expliquer là-dessus.
Et aujourd'hui, la Guinée a une très bonne image aux États-Unis. Les hommes d'affaires sont intéressés. Parce que il ne faut pas qu'on pense que la Guinée est le monopole d'un pays. Et aussi que les Américains peuvent investir dans des infrastructures. Si la Chine peut faire des chemins de fer ou bien des barrages, les Américains peuvent le faire aussi. Et avec la Banque mondiale, j'ai insisté sur le projet prioritaire qui est pour nous, qui est le projet de Swapiti. Donc j'ai demandé à la Banque mondiale de faire de Swapiti le projet principal en Guinée. Bien sûr, il y a Simandou. J'ai insisté aussi sur le fait que nous avons des projets enclaves. On a 3 corridors. Le corridor sud, c'est-à-dire Simandou, port en eau profonde à Folkaria. Mais aussi on a le couloir Sangaredi vers Gawal, qui est le couloir chemin de fer pour l'évacuation des minerais. On a le couloir central qui est Kankan jusqu'à Bamako. Donc, encourager les grandes entreprises américaines, parce que si vous voyez les Américains, si vous voyez Power pour Africa, les Américains privilégient les pays où ils ont déjà des intérêts. Or, pour nous, il est extrêmement important que la Guinée soit dans le Power. Pour le moment, il n'y a que des pays anglo-saxons. Donc, il fallait aussi mener une grande campagne. Et avec la Banque mondiale, ils ont reconnu que la Guinée peut fournir l'électricité à l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, dans sa totalité, en tout cas, parce que nous avons 6000 mégawatts de possibilités. Ils ont expliqué aussi à la Banque mondiale qu'on avait discuté des projets enclaves, c'est-à-dire des projets qui se remplacent par leur propre utilisation. Un chemin de fer qui est utilisé par les miniers, le chemin de fer se rembourse par l'utilisation par les miniers, ce qu'ils appellent projet enclave. Je dis qu'il faudrait que la Banque mondiale participe de nouveau à ce projet, parce qu'à l'époque, nous avons discuté que même s'ils mettent seulement 100 millions de dollars, le fait seulement qu'ils mettent 100 millions de dollars, ça va encourager beaucoup d'autres investisseurs à venir. Voilà donc un peu, pour ne pas être trop long, vous permettre de poser des questions, ce qui a été les raisons de mon voyage, les explications que je donnais, les assurances obtenues en ce qui concerne l'Ebola, mais aussi surtout le développement économique de la Guinée. Je pense que les résultats, à moins d'être aveugles, sont très concrets. L'OMS disait qu'ils avaient besoin de 100 millions de dollars pour faire face. Et il y a beaucoup de donateurs. Et la Banque mondiale seule donne déjà 200 millions de dollars, ce qui n'était pas prévu. L'Angleterre vient de donner 5 millions. L'Union européenne vient de nous expliquer qu'ils vont donner, je ne sais pas, entre 8 et 10 millions d'euros, etc. Donc, alors que l'OMS estimait à 100 millions de dollars, nous risquons d'avoir jusqu'à plus de 400 millions. Puisque si on compte les 200 millions seulement de la Banque mondiale, sans compter ce que les autres vont donner. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous ayons la capacité dans nos hôpitaux de faire face aux épidémies. C'est-à-dire qu'on ait suffisamment de laboratoires, suffisamment de médecins formés, parce que j'ai demandé aussi que le CDC accepte qu'on envoie des médecins en formation pour les maladies infectieuses, etc., comme j'ai demandé à la France avec l'Institut Pasteur. Parce que si nos hôpitaux sont renforcés et qu'on a beaucoup de laboratoires et de moyens de détecter les maladies, surtout si nous avons des hôpitaux bien équipés, parce que les évacuants nous coûtent très cher. Donc, parce que l'Ebola, ça va passer. Mais si l'Ebola passe, demain, il peut y avoir une autre maladie. Donc, pour nous prémunir, est-ce qu'il faut attendre que la maladie vienne, que les autres viennent de l'extérieur, ou nous devons avoir nous-mêmes les moyens tout de suite d'identifier la maladie et de prendre les dispositions qu'il faut? Je pense que c'est ça le message le plus important pour moi. Bien sûr, dans l'immédiat, il y a les mesures immédiates. C'est l'arrivée de beaucoup d'assistants techniques. Pour là, j'ai donné la garantie donnée par les 3 chefs d'État que nous allons les protéger. Parce qu'en Sierra Leone, il y a deux ambulances qui ont été détruites et les populations s'attaquent parfois aux populations comme nous l'avons connu à Guégoudou ou dernièrement à Massanta. Et la deuxième chose, évidemment, c'est comment vendre la Guinée, c'est-à-dire comment montrer l'attractivité de la Guinée. Parce que la Guinée est à la fois un scandale géologique et un scandale agricole. Et nos richesses ont été une malédiction pour nous. Nous avons le 2 tiers des réserves mondiales de bauxite, nous avons une petite usine d'alumine depuis la période coloniale. Nous avons le minerai de fer le plus riche au monde. Jusqu'à l'année dernière, on n'a pas sorti une seule tonne de minerai de fer.
Nous avons tous les fleuves qui prennent des sources et nous n'avons pas d'électricité alors que nous avons 110 positions de barrage. Donc, je pense qu'il est extrêmement important. Je crois que c'était votre deuxième question, non? Hein? C'était la première question. La seconde question, c'est par rapport à la Bon, vous savez, lorsque nous avons voulu fermer les écoles, l'OMS a dit non, vous allez faire paniquer la population. Lorsqu'on a voulu bloquer les fonds, ils ont dit non. Donc, nous n'avons pas fermé les écoles, mais tous les étudiants du CEP au bac en université, tous les examens sont bien passés. Personne n'a entendu qu'il y a un problème ou qu'il y a eu un cas d'Ebola quelque part. Deuxièmement, nous n'avons pas fermé les frontières. Maintenant, il y a un malentendu que nous avons discuté tout à l'heure dans les mots. L'Angleterre, il dit, je crois, emergency, mais quand on dit état d'urgence, vous savez bien ce que ça veut dire. État d'urgence, c'est une disposition qui limite les libertés des gens. En réalité, il s'agit d'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire toutes les mesures qu'il faut pour renforcer l'aspect sanitaire. Et lorsque moi j'ai eu à expliquer, j'ai commencé à voir par les médecins. Il dit que les médecins, avant de partir, j'ai dit les médecins, même si quelqu'un vient qui dit qu'il a mal à la tête, pour l'examiner, il faut mettre les gants. Ce qu'ils ne font pas. S'il dit qu'il a le palu, il faut mettre les gants. Ensuite, il faut vous laver les mains avant de vous voir un autre médecin. Donc, ça, c'est la première mesure d'urgence sanitaire. Que systématiquement, les médecins, tout le corps médical, que ce soit les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, prennent systématiquement l'habitude, tant qu'on n'a pas fini complètement l'Ebola dans les 3 pays, d'avoir systématiquement les gants et ensuite de se laver les mains avant d'aller avec un autre malade. Vous savez qu'ils ne le font pas toujours. La preuve, le dernier cas que nous avons eu, celui qui est venu de Sierra Leone, les médecins n'ont pas pris ces précautions. Donc, la première chose, c'est de mener une très grande campagne au niveau du corps médical. J'ai demandé de nouveau à l'Union européenne tout de suite 100 000 tenues, gants et autres, etc. Et qu'on va sensibiliser, rassembler les médecins pour leur expliquer qu'il est nécessaire, même si quelqu'un dit que la maladie est dans le palu, ensuite, même si quelqu'un meurt d'accident de voiture, prendre la précaution que la Croix-Rouge vienne d'abord préparer le corps avant de toucher. Ensuite, renforcer la sensibilisation, expliquer aux gens de se laver les mains, de prendre un certain nombre de mesures hygiéniques, que dès qu'ils se sentent un peu de fièvre, d'aller tout de suite à l'hôpital, etc. Donc, il ne s'agit pas de fermer les frontières, ou il ne s'agit pas de faire l'état d'urgence. L'état d'urgence a une connotation militaire et ça n'a aucun intérêt. Nous n'avons pas fermé les écoles et on n'a pas eu d'incident. Tous les événements sont bien passés. Maintenant, évidemment, chaque État est libre de prendre les mesures qu'il veut. Mais l'OMS a toujours déconseillé de fermer les écoles et même, ils ont déconseillé que les États limitent les voyages. Ils l'ont encore répété dans leur dernière chose. Donc nous, on n'a pas à prendre l'état d'urgence, mais c'est l'état d'urgence médicale. Nous avons 17 points de frontières. Nous avons exigé qu'il y ait des kits dans tous ces points de frontières. Nous avons exigé qu'il y ait des kits à tous les débarcadères. C'est-à-dire que si quelqu'un vient, il faut d'abord qu'on ait les moyens médicaux pour prendre sa température. S'il n'a rien, on les laisse passer. S'il a une fièvre, il faut tout de suite l'isoler. Donc c'est ça qui est le plus important. Donc il ne s'agit pas de faire l'état d'urgence, mais l'état d'urgence sanitaire. C'est-à-dire toutes les mesures qu'il faut à l'aéroport, et ensuite, c'est le 17, hein, le fait que, c'est 17 ou 17, c'est le fait que le 17 fonctionne 24 heures sur 24. Parce qu'à partir de 18 heures, pour des raisons de sécurité à eux, Médecins sans frontières ne sort plus, l'OMS à partir de 20 heures. Donc nous, il faut qu'on ait des équipes qui prennent la relève à partir de 18 heures, c'est-à-dire qu'à n'importe quelle heure où on appelle, qu'il y ait des équipes prêtes à intervenir tout de suite. Voilà concrètement les mesures qu'il faut prendre, que moi j'appelle urgence, état d'urgence sanitaire. Le troisième, vous savez qu'après Lambangui, vous avez pris un décret pour interdire les manifestations. Ce n'est pas des plages. Si vous allez, ce n'est pas une plage, c'est un endroit, il y a le sable blanc, on se lave, où on se baigne, là-bas, ce n'est pas une plage. Donc j'avais pris déjà des dispositions pour interdire l'organisation des manifestations. Mais il est évident que la jeunesse a besoin de jouer, de s'amuser. Donc nous avons décidé de développer les maisons de jeunes, mais aussi d'avoir des terrains de sport. Par exemple, le terrain qui avait été aménagé par les Cubains, qui se trouve avec Kipé, j'ai dit au gouvernement dès le départ qu'on va faire de là-bas un deuxième 2 octobre, c'est-à-dire
ce qui est exactement au 2 octobre au palais du Peuple, pour que les gens qui sont de l'autre côté ne soient pas obligés d'amener les enfants jusqu'au palais du Peuple, mais qu'ils aient un deuxième 2 octobre là-bas. Ensuite, qu'il y ait d'autres centres d'animation. Et aussi qu'on développe des terrains de football. Mais qu'il y ait aussi des lieux d'animation. Mais il est évident qu'on doit avoir des règles. Lorsque un lieu d'animation ne peut contenir que 1000 personnes, vous ne pouvez pas vendre 3000 billets. Bon, qu'est-ce qui s'est passé à Roubani? Il y a eu deux concerts, et je ne sais pas qui a autorisé. Pendant qu'un concert finissait, au moment où les gens voulaient sortir, les autres voulaient rentrer. Et c'est là où il y a eu. Et à 18h, Baldé a téléphoné, alerté. Baldé a téléphoné au directeur, au chef de quartier. Il dit, ah, on me dit que ça ne va pas à Roubani. Il dit, non, il n'y a aucun problème. À 19h, il a téléphoné, il a dit, non, il n'y a aucun problème. À 20h, il a téléphoné encore, il a dit, aucun problème. La deuxième chose, c'est qu'ils ont pris comment ils appelaient, les sociétés de gardiennage. Quelles sociétés de gardiennage font? Tu viens, on dit qu'il n'y a plus de place, tu donnes l'argent, tu n'as pas de billet, tu passes. Donc, c'est pourquoi j'ai pris des dispositions d'abord pour sanctionner en attendant, c'est-à-dire l'organe qui est chargé d'autoriser les spectacles, en attendant de savoir quelles sont les autres responsabilités. Ensuite, de détruire toutes les installations là-bas et de mettre la gendarmerie. Maintenant, nous-mêmes, nous allons aménager ces bords de mer qui ne sont pas des plages encore. Il y a des plages. Et si vous allez à Bellevue, d'autres, il y a des plages. Mais là-bas, ce n'est pas des plages. Mais nous allons les aménager de telle sorte que les gens puissent venir, pas pour organiser des spectacles, mais que vous puissiez venir prendre un café, etc., en interdisant la vente de l'alcool. Mais surtout, il faut avoir suffisamment de maisons de jeunes et les lieux de jeu. Maintenant, il y a des salles qui doivent être réservées pour les grands spectacles. Et on ne doit pas permettre que si un artiste qui peut amener 3000 personnes, s'il doit jouer 4000 personnes, il faut qu'il y ait des lieux qui soient uniquement réservés pour ça. C'est-à-dire soit le stade du 28 septembre ou autre, c'est-à-dire on ne peut pas accepter que quand on sait que Alpha Blondy vient, ou je ne sais pas où ici, Takana, bon, on sait qu'il va avoir 3000 jeunes, vous ne pouvez pas lui permettre d'organiser, je ne sais pas, dans une salle ici. Peut-être ça peut être le stade de Bonfils le 28 septembre. Donc il y a des règles précises. Et ensuite, là, j'ai décidé de renforcer la brigade urbaine et environnementale. Nous avons mis une brigade parce qu'il est interdit de faire le remblai du bord de mer. Le bord de mer, ça appartient à l'État. Vous avez des citoyens qui se permettent de remblayer pour construire. Donc nous allons renforcer la brigade, lui donner des moyens, qui va systématiquement circuler tous les jours à travers toutes les plages et la ville. Et nous allons réserver tous les terrains nus. Nous n'allons plus permettre qu'on construise sur des terrains nus. Vous avez des terrains nus qui appartiennent à l'État et les gens viennent les occuper. Même si occupés, on va détruire. Parce que comment voulez-vous, même si on a les maisons des jeunes c'est bien pour beaucoup, mais les jeunes ne peuvent pas jouer au football, maisons de jeunes, la conséquence, ils jouent dans les rues. Donc, il faut qu'on trouve l'espace d'attraction pour les jeunes. Et c'est à ça que l'État va s'atteler. Nous avons déjà inauguré des maisons de jeunes à Ratouma la dernière fois. Nous allons accélérer la construction des maisons de jeunes dans les autres quartiers, finir le stade de Yimbaya et avoir d'autres stades aussi, et aménager d'autres stades. Et aussi nous aurons le Blue Zone, puisque nous allons avoir 6 Blue Zones. Et vous savez que le Blue Zone, il y a non seulement les lieux de jeu, mais il y a aussi les lieux de variété. Il va y avoir le Hi-Fi, il va y avoir les ordinateurs et même les start-up, puisque le Baudelaire va être accompagné par beaucoup de sociétés. Donc vous pouvez, à partir de communication avec ces sociétés, ils peuvent vous aider à créer votre propre entreprise. Donc la jeunesse, ici pas seulement qu'elle aille à l'école, elle doit maîtriser le savoir, mais il faut que la jeunesse aussi puisse s'égayer. Voilà donc de toutes les mesures que nous allons prendre. Et dès maintenant, nous allons commencer à aménager donc Yimbaya là-bas pour avoir un deuxième 2 octobre pour les mères de famille et les enfants, et ensuite aussi d'autres types de spectacles. Sans compter qu'à Conakry, il n'y a pas d'espace vert. Bon, il faut aussi qu'il y ait des jardins où les gens peuvent se promener. Parce qu'il n'y a pas que le 2 octobre, le 2 octobre c'est pour revenir à la famille, mais il faut qu'il y ait des endroits où les gens peuvent aller se promener, etc. Voilà donc les mesures concrètes que nous allons prendre, que nous avons commencé, mais que nous allons continuer de façon renforcée. Et désormais, les plages là, enfin, pas les plages, les bords de mer là, quand nous allons les aménager, il y aura régulièrement les forces de l'ordre
Parce que quand vous voyez le passage, c'est tellement étroit. Nous avons aussi tous les gens qui ont débordé sur la mer, nous allons casser les murs. Tous les gens qui ont profité pour déborder et occuper l'espace public qui est la mer, on va casser. C'est-à-dire limiter leur maison là où ça devait être limité. Tout ce qu'ils ont fait comme occupation, parce qu'ils ont allongé les murs, aussi on les a prévenus. Et systématiquement maintenant, tous les gens qui vont remblayer, non seulement on va récupérer, mais on va leur mettre des amendes extrêmement lourdes pour qu'on cesse de remblayer les bords de mer. C'est la même chose pour les îles. Il y a beaucoup de maisons sur lesquelles nous avons mis des croix, parce que les îles appartiennent à l'État, où vous avez des gens qui vont construire là-bas n'importe comment, alors que les îles de mer, nous pouvons développer le tourisme écologique. Voilà en ce qui concerne donc les jeunes. L'emploi, si vous avez eu la curiosité de lire le code, quand je suis venu, je n'ai pas voulu donner un seul permis. Les sociétés chinoises sont venues me dire 1 milliard, 2 milliards, on vous avance, vous donnez un permis. J'ai dit non. Vous voulez me prêter de l'argent, on discute des conditions. Vous voulez un permis, attendez que j'adopte le nouveau code. Et le code prévoit beaucoup de choses. D'abord, le code guinéen, pour la première fois, prévoit 15% gratuit. Toute société qui s'installe doit donner 15% d'actions gratuites à l'État. Et actions non dissolubles. Ça veut dire, vous ne pouvez pas demain augmenter votre capital pour diluer la part de l'État. Et deuxièmement, l'État a la possibilité d'acheter jusqu'à 20% d'actions, mais là au prix du marché. Donc ça nous permet d'avoir la minorité de blocage, 35%. Vous savez, lorsque la France a voulu privatiser Jean de Chirac avec Balladur, Balladur a imposé quelque chose qui est contraire au libéralisme. Le libéralisme, c'est le mieux disant. Quand vous voulez vendre quelque chose, c'est le mieux disant. Mais il a réservé 35% aux sociétés françaises. C'est-à-dire, même si une société allemande est mieux disant, c'est la société française qui va gagner. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que les grandes entreprises françaises passent sous le contrôle des pays étrangers. Donc, il a bloqué 35%, ce qu'il appelait les noyaux durs. Donc, moi, je n'ai pas fait ça pour le contrôle. Parce que les dividendes, on va les avoir dans 40 ans. J'ai une autre vision. Nos marchés sont petits. Mais si j'ai des actions, je peux intéresser le Mali, je peux intéresser la Côte d'Ivoire, je peux intéresser le Sénégal, je peux intéresser le Burkina. À partir du moment, ensemble, nous pouvons créer une sidérurgie ou une métallurgie. C'est-à-dire, ensemble, nous aurons un marché suffisamment grand pour créer une entreprise lourde et ensuite des entreprises de transformation. Parce que la Guinée seule, le marché est trop petit. Donc mon objectif d'avoir des actions, parce que les gens me disaient, mais pourquoi tu veux des actions? Pourquoi tu ne demandes pas l'argent? Moi, je suis panafricain et je pense que l'Afrique doit avoir l'industrie lourde et l'industrie de transformation. Nous ne pouvons pas continuer à dépendre de l'extérieur. Mais nous ne pouvons avoir l'industrie lourde que si nous sommes dans un grand ensemble. Donc il fallait que les autres États soient intéressés. Si le Burkina a 2%, le Mali 2%, 1%, etc. Donc ils sont partenaires. À partir du moment où ils sont intéressés. Le deuxième point, c'est la lutte contre la corruption. Toute société qui est soupçonnée d'avoir utilisé la corruption pour avoir un permis perdra son permis. Le troisième, c'est la sous-traitance. Toute la sous-traitance doit être faite avec les PME guinéennes. Vous avez vu dernièrement, après qu'on ait signé le cadre d'investissement avec Rio Tinto, vous avez vu que Rio Tinto a invité beaucoup d'entreprises guinéennes, de petites et moyennes entreprises à Paris, pour leur présenter tous les projets, parce que la construction du chemin de fer va amener beaucoup d'autres projets. La quatrième, c'est la protection de l'environnement. Nous ne voulons pas nous développer avec les tares qu'ont eu les pays occidentaux, avec tout ce que ça a sur le climat, etc. Et enfin, le dernier, c'est l'accompagnement des populations locales, c'est-à-dire la construction d'écoles, d'hôpitaux, de routes, etc. Et pour la région où vous êtes. Si vous êtes à Boké, vous devez le faire pour la région de Boké. Si vous êtes à Beila, vous devez le faire pour la région de Beila. Maintenant, donc, mais vous savez, Moubadala, par exemple, s'est plaint, Sangaredi, qu'on a signé la convention avant eux et qu'on a fait ratifier Simandou avant. J'explique, oui. Pourquoi? Parce que Simandou, ce n'est pas la mine qui m'intéresse, c'est le chemin de fer. Aucun pays ne peut se développer réellement sans chemin de fer. Vous voyez le développement des États-Unis, vous voyez le West End, la conquête de l'Ouest.
voyez, le développement de l'Union soviétique de la Chine, le chemin de fer va réunir les 4 régions, c'est-à-dire la forêt, la Haute-Guinée, le Fouta et la Basse-Guinée. L'ambassadeur des États-Unis m'a rejoint à Guéguédougou. Il venait de Zéro-Corée et de Massanta. Il m'a montré sur son chose, les photos qu'il a prises. Il m'a dit, mais monsieur le président, le jour où il y a le chemin de fer, vous vous rendez compte comment la région forestière est riche? Le chemin de fer va entraîner tout un ensemble de développement sur tous les plans, que ce soit agricole, industriel, etc. C'est ça le plus important pour moi, le chemin de fer. Bien sûr, le mine, quand ça va se développer, ils vont nous donner de l'argent pour faire les routes, etc., d'électricité. Mais c'est le chemin de fer qui est plus. C'est pourquoi j'ai préféré faire ratifier le cadre d'investissement avant. Mais ensuite, après, nous avons ratifié le contrat avec la convention avec Mubadala pour un investissement de 5 milliards de dollars à Sangredi. Nous avons ratifié pour AMC pour Bofa et aussi donc les 50 millions de dollars pour l'accompagnement de la Banque mondiale pour le résister. Nous avons 3 corridors de développement, mais ces 3 corridors doivent tous reposer sur le chemin de fer. Le corridor sud, le corridor centre et le corridor nord. Et le développement des mines ne doit pas être un ghetto, c'est-à-dire un point. C'est-à-dire le développement des mines doit être accompagné par le développement de l'ensemble des secteurs de la Guinée. C'est pourquoi nous exigeons que les petites et moyennes entreprises soient associées. Obama a été ironique lorsque le président, je crois, de Tanzanie a dit que la Chine est en train de financer un chemin de fer, chemin de fer jusqu'au port. Obama a été ironique, il a dit oui, chemin de fer de la mine au port pour exporter la mine. Oui, en utilisant la main d'œuvre locale. Bon, il sait très bien que les Chinois vont amener en utilisant la main d'œuvre locale et retirer moins d'entreprises. Puis d'abord, c'est notre argent. C'est pourquoi il a félicité la Guinée pour le cadre d'investissement, parce que là, d'investissement privé, effectivement, nous disons qu'on doit employer la main d'œuvre locale. Les Chinois disent nous travaillons 24 heures sur 24. Dès que du souvenir Guinée, vous allez travailler 24 heures sur 24. Au port, on travaille 24 heures sur 24. Par une équipe de 3 équipes de 8 heures. Parce que les Chinois vont vous dire nous on travaille 24 heures sur 24. Donc si nous voulons respecter le délai, il faut qu'on travaille 24 heures sur 24. Mais si les Chinois peuvent travailler 24 heures sur 24, pourquoi les Guinéens ne peuvent pas? Nous travaillons 24 heures sur 24. Donc ils n'ont pas d'argument pour nous dire on doit importer la main-d'œuvre parce que votre main-d'œuvre ne remplit pas les conditions. Allez à Kaleta, vous verrez qu'il y a combien de Chinois par rapport aux employés guinéens. Pour qu'il y ait des investissements dans un pays, il y a 2 conditions, la sécurité et la justice. C'est ça les 2 conditions principales si un pays veut attirer des investisseurs. La sécurité d'abord. On s'est attelé à la réforme de l'armée. Évidemment, tout le monde était inquiet. Beaucoup de chefs d'État m'ont appelé, tu es en train de te suicider. Parce que nous avons exigé, parce que vous connaissez tous quel était l'état de l'armée guinéenne, nous avons donc engagé le recensement biométrique, ce qui nous a permis d'abord de faire le point, comme on est en train de faire pour la fonction publique, entre les vivants et les morts vivants. Enfin, les morts vivants, c'est ça, vous connaissez ce que ça veut dire. Les gens qui devaient à la retraite depuis 20 ans, etc. On a quand même mis 4000 militaires à la retraite, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, l'armée guinéenne est une armée organisée où, avant, tous les ans, tout le monde était gradé, systématiquement. Mais l'armée a des règles. Donc aujourd'hui, l'armée guinéenne oublie des règles. Chaque année, il y a des gens qui doivent aller à la retraite. Pour passer d'un grade à l'autre, il y a des conditions très précises. Donc aujourd'hui, vous ne voyez plus de militaires dans les rues avec le fusil. Vous n'aurez plus un militaire au bar en tenue. Lorsque j'étais à Zéro-Corée, la population s'était réfugiée au camp. J'ai dit, mais est-ce qu'il y a 2 ans vous serez réfugiés au camp? Je ne dis jamais. Donc aujourd'hui, la population a plus confiance en l'armée qu'en tout. Parce que c'est au camp qu'ils ont trouvé la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, l'armée est devenue l'armée véritablement du peuple. Donc, il reste la police. Puisque nous n'avons pas fait encore le recensement biométrique de la police, ce que nous sommes en train de faire. Quand nous allons finir aussi, on fera la réforme de la police comme on a fait celle de l'armée et de la gendarmerie. Le deuxième, c'est la justice. Et vous savez que notre justice est malade. Bon, comment voulez-vous que les banques prêtent de l'argent? Lorsque Yamoussa prend un crédit à la banque, quand la banque demande de rembourser, il corrompt le juge et le juge condamne la banque. Bon, comment voulez-vous que la banque maintenant prête à, je ne sais pas, à Rachid? Bon,
Et vous savez, tous les scandales de jugements rendus dans nos pays, vous voyez les révoltes des gens à Kankan, à Dingira et autres, etc. Donc, mais quand je parle des autres, les gens me disent, mais écoutez, monsieur le Président, comment voulez-vous que vos magistrats ne soient pas corrompus quand ils n'ont même pas 200 €? Donc, si vous voulez que vos magistrats ne soient pas corrompus, mettez d'abord les dans des conditions matérielles qui leur permettent de faire leur travail. Comme ça, on fera la distinction entre les magistrats qui sont corrompus par nécessité et les magistrats qui sont corrompus parce qu'ils sont corrompus. Donc, il fallait faire un statut spécial pour la magistrature. Mais en même temps, mettre en place le Conseil supérieur de la magistrature. Il y a 3 corps qui ont un statut spécial. Il y a la médecine, il y a les professeurs et les magistrats. J'ai mis 4 mois avant de signer le statut de magistrat. Pourquoi? Il fallait que les magistrats discutent avec les syndicats, que les syndicats comprennent pourquoi les magistrats doivent avoir un statut à part par rapport aux médecins et aux professeurs. Sinon, j'allais me retrouver avec les revendications partout. Donc, quand les magistrats se sont expliqués avec les syndicats à la Bourse du travail, c'est les syndicats eux-mêmes qui ont dit, ah non, réellement, les magistrats ne sont plus membres de la fonction publique. Donc, les revendications des syndicats pour les fonctionnaires ne s'appliquent pas aux magistrats. Ensuite, ils n'ont plus le droit d'enseigner et leurs femmes n'ont pas le droit de faire des activités. Donc, aujourd'hui, les magistrats sont dans une condition matérielle, bon, qui est quand même... bon. Mais la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, il y a un conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire qu'on peut sanctionner maintenant tous les mauvais magistrats. Parce que le ministre ne peut suspendre un magistrat que pour 1 mois. Après, c'est fini. Dans le conseil supérieur de la magistrature, il faut prendre toutes les mesures, y compris la révocation. Maintenant, je ne vois pas dans quel pays il y a un statut spécial de journaliste. Le journaliste, c'est un 4e pouvoir. Bon, les journalistes de l'État essaient de fonctionner. Il y a les journalistes privés. Je ne vois pas pourquoi on va faire un statut. Il y a le statut des journalistes, c'est-à-dire il y a des règles, des déontologies auxquelles ils doivent obéir, etc. Bon, je ne connais pas un seul pays au monde où il y a les journalistes sont comme les magistrats ou les professeurs. Ces métiers-là, au fond, professeur, médecine, c'est des sacerdoces. Quelqu'un qui veut être riche, il ne devient pas professeur. Quelqu'un qui veut être riche, il ne devient pas médecin. Parce qu'on ne devient pas riche quand on est professeur ou médecin. Quand on veut être riche, on cherche un autre métier. Bon, l'aide, ce n'est pas seulement l'aide des États-Unis. Nous avons reçu beaucoup d'aide déjà. Les Allemands nous ont donné le laboratoire. La France a ouvert l'Institut Pasteur à Donka. Nous avons reçu déjà un certain nombre d'aides financières, que ce soit de l'Union européenne, de la BAD, etc. Mais ce que nous disons aussi, c'est que l'aide là, vous envoyez aux organisations, à l'OMS, à Médecins sans frontières, à la Croix-Rouge. Mais cette aide, vous l'envoyez pour la Guinée. Mais ces gens, il faut qu'on sache ce qu'ils en font. C'est pourquoi à la dernière rencontre sur la santé, j'ai demandé qu'ils rendent compte. Parce que si l'OMS reçoit de l'argent pour la Guinée, il faut qu'on sache l'argent l'a utilisé à quoi. Si MSF reçoit de l'argent pour la Guinée, il faut qu'on sache l'argent l'a utilisé à quoi. Ainsi que la Croix. Donc j'ai exigé qu'ils nous fassent des comptes rendus financiers. Parce que les bailleurs de fonds, nous on vous donne de l'argent, qu'est-ce que vous en faites? Et nous exigeons aussi qu'on ne donne pas seulement de l'argent à ces gens, mais qu'on nous accompagne dans nos équipements. Mais nous, nos obligations, c'est quoi? Payer régulièrement les salaires des médecins qui interviennent. Même aussi, nous avons décidé de donner des primes. Et aujourd'hui, on a pris beaucoup de jeunes stagiaires ou autres, ou des flatipours, parce que nous avons un problème. La région libérienne, ou le bec de Porquet, il n'y a presque pas tellement de structures étatiques, parce que c'était la région des rebelles. Donc, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas tellement de structures, c'est la même chose pour la Sierra Leone. Ce qui fait que l'hôpital de Guégoul se trouve à 5 km. Donc, ils ont tendance à traverser tout de suite. Or, donc, qu'est-ce que les gens nous demandent? Quand on dit qu'il faut sécuriser, d'abord, le Libéria a sécurisé militairement la Sierra Leone, mais ils ont inscrit militairement, ça dit que quelqu'un ne peut pas passer. Mais qu'est-ce qu'il devient? S'il ne peut pas passer, il faut lui apporter des secours au point de vue médical, au point de vue alimentaire, ce qui n'est pas le cas. Donc, la Guinée aujourd'hui, nous sommes contraints de supporter les trois. C'est pourquoi tout à l'heure l'Union européenne m'a demandé de demander un sauf-conduit au niveau des 3 États. Parce que les gens demandent à la Guinée, étant donné notre avance dans l'organisation, que nous on prenne en charge la gestion
en attendant que le Libéria et la Sierra Leone aient suffisamment d'équipements, que la Guinée prenne en charge les malades de ces 3 régions, ce qui est quand même un grand problème. C'est pourquoi nous renforçons le contrôle sanitaire, c'est-à-dire, mais ils demandent mieux que les médecins guinéens traversent pour aller de l'autre côté aussi suivre les malades. C'est la demande qu'ils nous ont présentée ce matin parce que ce que j'ai dit aux États-Unis, même s'il n'y a plus du tout d'Ebola en Guinée, tant qu'il y aura un seul cas en Sierra Leone ou au Libéria, on n'est pas sorti de choses. Il faut que l'Ebola cesse dans toutes nos régions parce que les frontières sont poreuses. Si l'Ebola finit complètement et s'il ne finit pas en Sierra Leone, l'Ebola reviendra en Guinée. S'il finit complètement et s'il ne finit pas au Libéria, l'Ebola reviendra. Donc, il est important aujourd'hui que nous mettons notre expérience et notre logistique au service de ce pays. C'est pourquoi j'ai demandé 200 kits à l'Union européenne, 200 kits tout de suite supplémentaires. J'ai demandé 100 000 tenues, et 200 mégaphones et 200... Voilà. Pour que, s'ils veulent qu'on joue ce rôle-là, il faut qu'ils nous mettent des moyens beaucoup plus supplémentaires à notre disposition et qu'on renforce aussi les contrôles. Parce que s'il y a les kits, si quelqu'un veut passer, on a les kits, on a tout le nécessaire pour savoir s'il est malade ou pas. Et s'il est malade, on peut tout de suite le prendre en charge. Donc nous voulons bien gérer le bec de perroquet, parce que c'est nous qui avons les plus de possibilités actuellement au point de vue médical, mais alors il faut qu'ils renforcent nos moyens. Vous savez, malgré, on parle d'Ebola, etc., mais le MEDEF français est venu, dernièrement, il n'y a pas longtemps. Et si vous avez suivi les commentaires, ils disaient que là, ils vont tous venir, que la Guinée maintenant est une destination. Même la lettre du continent, qui n'a pas l'habitude de parler bien de la Guinée, a fait la première page sur l'intérêt des sociétés françaises pour la Guinée. Nous avons General Electric qui est candidat pour participer à la convention de Simandou. Nous avons d'autres sociétés qui nous ont proposé de venir, par exemple pour les ordures, d'autres pour d'autres secteurs, etc. Et nous avons eu beaucoup de propositions concrètes, parce qu'on a très bien expliqué la situation en Guinée. Si on vous met la cassette des interventions des deux déjeuners, vous verrez l'intérêt à l'aéroport. Dernièrement, Air France nous a demandé, ils ont voulu fermer le vol en Sierra Leone. Ils nous ont demandé que nous acceptions que les passagers de Sierra Leone puissent prendre l'avion à Conakry. Quand on m'a posé la question, je nous ai dit oui, mais il y a des garanties, c'est-à-dire il faut qu'on accepte qu'à la frontière, on prenne les températures des gens, puisqu'à l'aéroport, il n'y a pas de problème. Donc, en ce moment, nous sommes d'accord parce qu'on est solidaires. Donc, si Air France a continué ses vols à Conakry sans rien, c'est que, et que tous les autres vols, j'ai vu par exemple, j'ai donné des statistiques tout à l'heure à l'Union européenne, enfin aux diplomates, sur plus de 22 000 passagers en juin, il y a eu 16 refoulés. Et en juillet, il y a eu 31. Ça veut dire qu'à l'aéroport, non seulement les gens qui sont sous surveillance, on a la liste, mais même si tu as 37,5, tu ne peux pas passer. Bamra m'a dit, ah, moi j'avais 35, on m'a laissé passer. Bon. Mais l'autre problème qu'on nous a posé, c'est le fonctionnement 24 heures sur 24 de l'appel là. Parce que là, donc on va améliorer, puisque l'OMS dit que c'est les règles internationales. À partir de 20 heures, ils ne sortent pas. Ce que nous ne savions pas. Et Médecins sans frontières disent qu'après 18 heures, que c'est les règles internationales. Donc il faut que nous, on se substitue à eux pour cette période-là, c'est-à-dire de 18 heures jusqu'à l'heure où ils commencent. C'est pourquoi nous avons recruté de nouveaux personnels pour renforcer le corps médical. Donc moi j'ai bon espoir, non seulement maintenant, mais surtout pour l'après Ebola. Bon, je crois qu'avant que je ne parte, Alain Davis était là, le patron de Rio Tinto était là. Aujourd'hui, il y a d'autres investisseurs qui sont dans le mur actuellement. Donc je pense que les mesures qu'on a prises, qu'on a expliquées, fait que les gens sont rassurés. Et puis, c'est qu'aujourd'hui, les gens comprennent l'attractivité de la Guinée. Parce que ce qui était une malédiction pour nous hier est devenu une bénédiction. Puisque, quel est le pays africain aujourd'hui où on peut faire 20 milliards d'investissements? Il n'y en a pas. Mais Simandou, c'est 20 milliards d'investissements. CPI, c'est 6 milliards. Et Moubadala,
c'est 5 milliards. Bon, AMC, je ne sais pas, ça va être combien. La preuve, le président de la Banque mondiale nous a informé que la SFI va prendre 400 millions dans les actions de Mubadala à Sangaredi et 200 millions à Kamsar. Comme ils sont déjà actionnaires dans Simandou à 5%. Donc, si la Banque mondiale même décide d'être actionnaire SFI, parce que la SFI veut gagner de l'argent, donc la SFI participe à des actions privées. Nous avons obtenu aussi de la SFI l'accompagnement à 2 niveaux. L'accompagnement pour le microcrédit, parce que la condition c'est que le microcrédit, la gestion soit privée. Comme nous avons créé un microcrédit à gestion d'État, il n'accompagne pas. Nous sommes mis d'accord maintenant pour une gestion privée. Donc il y a 2 banques qui vont nous accompagner et la SFI est d'accord de participer, comme le PNUD, etc. Et d'autres, c'est-à-dire de mettre l'argent pour le microcrédit. Et nous avons insisté aussi sur l'emploi jeune, nous accompagner sur l'emploi jeune. Et sur ces différents points, la Banque mondiale a pris des engagements. Mais le projet le plus important pour nous, évidemment, sur lequel on a insisté près d'eux, c'est le projet Swapiti. Swapiti, c'est 550 MW. Et de vous comprendre les différents barrages en Guinée, il y a plusieurs sortes de barrages. Il y a des barrages sur le Kunkuré, qui sont des barrages en cascade. Vous avez Garafili, qui nous donne sa pleine puissance en période d'étiage, que si Kaleta lui donne de l'eau. Vous avez Kaleta qui nous donne sa pleine puissance en période d'étiage, que si Garafili lui donne de l'eau. Bon, après, il y a Amaria, mais Garafili n'a pas besoin d'Amaria. Donc, c'est les 4 barrages en cascade. En dehors de cela, vous avez d'autres barrages. Le barrage de Kogon, qui devait être fait par la société Semafo, qui ne pouvait pas aujourd'hui, le barrage de Kogon. Il y a une seule société qui va le faire en BOT, mais ils m'ont informé avant-hier que la puissance sera de 90 MW, pas ce qu'ils avaient dit. Mais les 90 MW vont donner du courant non seulement aux sociétés minières de la région, mais il y aura 15 MW de libre pour bloquer. 15 MW, ça suffit pour bloquer toute la région, sans compter tout ce que ça va apporter. Et puis l'accompagnement aussi qu'ils vont faire au niveau des petites et moyennes entreprises. Et le chemin de fer, pour construire le chemin de fer, il y a beaucoup d'autres activités annexes. D'abord, il faut faire les routes, il faut faire les pistes, etc. Nous accompagnons les paysans, c'est bien, ils produisent plus. Mais si vous accompagnez les paysans pour produire, il y a 2 autres conditions qu'il faut remplir. Il faut les magasins de stockage et les pistes rurales. Parce que si les paysans n'ont pas où stocker et s'ils ne peuvent pas envoyer les marchandises au marché, évidemment, vous les découragez. C'est pourquoi nous avons tout un programme de pistes rurales où nous avons demandé aussi aux sociétés minières de nous accompagner. Mais mieux, nous avons demandé que la Guinée soit l'école d'excellence pour les mines, qu'on transforme Bokeh en école de référence. J'avais déjà discuté de ça lorsque j'étais au Ghana avec le président ghanéen, que lui, il est l'école de référence pour l'énergie et que nous, on est l'école de référence pour les mines. Et là aussi, la Banque mondiale est prête à nous accompagner pour qu'on transforme notre université de Bokeh en université pour toute la sous-région, et même au-delà pour les mines. Voilà, je vous remercie au président de la République. C'est le président Richard. Moi, je vais en fait sur 2 points. Vous ne m'avez pas bien écouté. J'ai dit que sur les 150 millions, il y a 50 millions qui vont être consacrés au personnel, à tout ce qui concerne le personnel, etc. Et 150 millions, c'est building capacity, c'est-à-dire comment renforcer nos systèmes sanitaires. Je pense que c'est là, évidemment, on verra entre les 3 États quels sont en fonction du poids de chaque État, etc., qu'est-ce qu'on peut faire. Bon, il y a un autre problème, avant de répondre à votre deuxième question, qui m'importe moi, que vous n'avez pas abordé, ce sont des ordures. Et avant l'OCI, on a montré que Conakry pouvait être propre. Avant d'arriver du roi, on a montré que Conakry doit être propre. Aujourd'hui, il y a des ordures partout. On a fait une première tentative, et j'ai dit au Premier ministre que finalement, je pense que c'était finalement devenu un peu mamaya, histoire avec les communes, etc., les gens ramassent, etc. Donc, il faut trouver une autre solution. Je pense que l'administration du territoire, le grand projet et les finances, on doit se rendre compte aujourd'hui parce qu'on a un projet. Mais il y a quelque chose qu'on constate, il y a un sabotage manifeste, il y a des gens qui la nuit prennent des saletés pour venir mettre en place. On a attrapé plusieurs. C'est-à-dire, on manque de patriotisme en Guinée. C'est comme si la Guinée avant, c'est Alpha Condé.
Bon, j'ai été obligé de mettre 3 PA à Caleta, parce que les gens voulaient saboter Caleta. Mais si Caleta est là, c'est pour Alpha. On a cassé les bureaux de AOS pour que la voie 2x2 ne se fasse pas. Mais quand la voie 2x2 se fait, est-ce que c'est pour Alpha? Donc, on vient jeter, on arrête déjà, on paye des enfants pour qu'ils viennent mettre les saletés au milieu de la rue. Et ça, c'est un grand problème aujourd'hui, parce que l'image de Conakry, alors qu'on a montré que Conakry peut être propre, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais il ne s'agit pas seulement de ramasser les ordures, parce qu'à un moment donné, le lieu de chauffage va être plein. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui actuellement 4 sociétés, dont une société présentée par des Guinéens d'ailleurs, pour non seulement le ramassage, mais pour la transformation en énergie et en engrais. La seule condition que l'EDG achète l'énergie. Moi, vous savez, moi, mon objectif, et je me suis battu pour la démocratie, je me suis battu pour que le peuple profite des richesses. Et j'ai toujours dit que tous les problèmes que nous avons en Afrique, que ce soit le terrorisme, l'ethnocentrisme, etc., c'est dû à une seule cause, la pauvreté. Parce que si les populations, on s'occupe des nouveaux pays des populations, personne ne s'occupe de l'imam qui vient du pays quand l'enfant est malade ou bien pour aller à l'école. Personne ne se nourrit si les peuples, si les malinqués, etc. Et très souvent, c'est pour ne pas faire un débat sur la gestion du pays qu'on fait de l'ethnocentrisme des problèmes. Et le débat conditionnellement, je ne rentre pas dedans, je ne rentre pas dans cette polémique, puisque le débat ne se pose pas en Guinée. Quand ça se posera en Guinée, je donnerai mon point de vue. Mais c'est un débat auquel je ne peux pas participer. Obama a parlé, il y a des chefs d'État qui ont répondu. Bon, Obama a sa position. Bon, les hommes de l'opposition, il y a des chefs d'État qui ont répondu. Donc moi, je ne participe pas. Je m'excuse, mais moi, je ne participe pas à ce débat. Parce qu'en Guinée, je ne sais pas la capacité d'invention que vous avez. Blaise est venu avec un programme très précis, du 17 au 18, départ à 17h. Le programme a été distribué à tout le monde. Et c'était clair et net. J'ai obligé Blaise à ce qu'on aille, je n'ai pas obligé, je lui ai proposé, qu'on aille à regarder le port en eau profonde, ce qui a retardé son départ de 2 heures. Et j'apprends sur RFI que Blaise s'est fâché, il devait partir samedi, il a précipité son voyage, parce qu'on s'est discuté sur Dadis. Après, Barcelone m'appelle pour lui dire, alors tu ne sais pas la nouvelle. On dit que Blaise s'est fâché parce que tu lui as dit de ne pas modifier l'article 37. Mais alors, vous voyez, cette capacité, c'est-à-dire, on peut être opposant, mais aimer le pays. Mais ce qui se fait aujourd'hui, vous savez, moi, je peux mener une politique électoraliste, si c'est mon élection qui m'intéresse. C'est facile. Au lieu de faire 10 km de route en béton bitumé, je fais 100 km. Mais dans 2 ans, la route n'existe plus. Mais je le fais 100 km. Mais c'était facile pour moi, quand j'étais venu, de négocier avec les sociétés minières. Saint-Mex m'aurait donné 500 millions de dollars à moi, si j'avais voulu qu'il continue Simondou 1 et 2. Donc, c'était très facile pour moi que je fasse comme d'autres pays. Les Chinois disent, on vous donne 1 milliard, bon, vous donnez une mine, bon, vous avez 1 milliard, tout, etc. Mais ce qui m'intéresse, moi, qu'est-ce que va être la Guinée dans 40 ans? C'est-à-dire, il faut faire des routes qui seront là dans 30 ou 40 ans. Quand on a l'électricité, c'est définitivement pas l'électricité qui vient, qui disparaît, etc. Bon, donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est poser les bases d'un véritable développement de la Guinée. Ce n'est pas une politique... Les gens disent, mais non, on ne te comprend pas. Tu as des élections dans 5 ans, au lieu de t'attacher, tu mènes une politique de 40 ans. Je dis oui, mais moi je ne me suis pas battu pendant 50 ans pour faire l'élection, c'est très facile. Planche à billets, etc. Bon, je vous paye, je paye les journalistes 2 millions, vous êtes très contents, mais pendant ce temps, je fais la planche à billets, le dollar vaut 20 000 francs guinéens, etc. L'inflation, etc. Bon, vous êtes contents, les gens défilent dans les ministères, vous volez 10 millions, vous donnez 100 000, etc. C'est une politique facile, tout le monde va être pour vous. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est poser les bases saines. Je vous ai dit que j'ai hérité d'un pays, pas d'un État. Vous avez vu, quand quelqu'un faisait une nuit à Novotel, le lendemain il partait. Il ne faisait pas 2 nuits.
Bon, alors comment voulez-vous que les investisseurs viennent? Et puis, nous avons signé des contrats pour des routes à 4 couches. Toutes les routes étaient de 2 couches. Aucune route n'a tenu plus de 2 ans. Alors, où est le de prendre la Guinée? Et nous allons arriver à un débat sur la réalité de l'économie guinéenne. Et là, les questions, on verra que les questions ethniques sont qu'un prétexte. Le véritable problème, c'est le débat. Pourquoi la Guinée, avec tous ces moyens, la Guinée qui était considérée par la Commission française comme devant être le pays pilote, pour qu'on ait les derniers? Ce n'est pas après une opération de Saint-Esprit. Et quand il n'a aucune responsabilité. Moi, je suis un intellectuel. Si il qu'il me fait signer un décret, c'est que je l'ai voulu. Mais c'est que s'il m'envoie un décret, il veut me signer, je ne signerai pas, ça mettra 2 jours. Parce que non seulement je lis moi-même, mais je vais l'envoyer au conseiller juridique là-bas de m'envoyer. Parce que je ne vais pas signer n'importe quoi. Bon, donc on aura ce débat à faire plus tard. Il faut que moi j'étais opposant, mais j'ai accepté. Je n'ai jamais envoyé mes militants à l'abattoir, je n'ai jamais cassé quoi que ce soit, etc. Parce que j'estimais que Alassane a dit une chose une fois, il a dit, Alpha, j'ai été au Fonds monétaire défendre la Côte d'Ivoire. Je ne défendais pas le Laurent Gbagbo, mais je défendais la Côte d'Ivoire, parce que c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Mais nous aurons un débat libre maintenant, mais un débat sur des réalités concrètes. Et je me suis dit pendant longtemps, maintenant je vais parler, je vais faire organiser des conférences de presse. On va faire des débats concrets, mais sur des problèmes concrets, pas sur des problèmes théoriques. Parce que je vais poser la question aux jeunes de Koza et Bambeto. Il n'y a pas de route. Vous dites qu'il n'y a pas de route. Mais moi, c'est là il y a 3 ans. Pourquoi il n'y a pas eu de route avant? Vous dites qu'il n'y a pas d'école. Mais pourquoi il n'y a pas eu d'école avant? Il n'y a pas de dispensaire. Pourquoi il n'y a pas eu de dispensaire avant? Pourquoi les gens mouraient pour sortir de Conakry? Vous quittez Kindia pour arriver à Koya, vous mettez 30 minutes. De Koya à Conakry, vous mettez 3 heures. Voilà les débats concrets sur lesquels on va arriver. Et là, on va situer. Ensuite, les audits. Moi, je n'ai pas fait les audits. J'ai trouvé des audits. L'inspection d'État avait commencé à travailler. Bon, quand il a commencé à interroger, il a dit ça a arrêté. L'inspection d'État a repris son travail. Il y a une inspection d'État qui a repris son travail. Les gens doivent répondre. Aujourd'hui, moi, je dois lutter contre l'impunité. Parce qu'aujourd'hui, nous arrivons à la fin de 2014, le programme formel avec le Fonds monétaire. Maintenant, le Fonds monétaire, ce programme nous a obligés à faire la macroéconomie. La macroéconomie ne change pas l'assiette de la ménagère. Mais si vous n'avez pas une maison qui a une fondation solide, la maison s'écroule. Mais la fondation c'est sous terre, ça ne se voit pas. C'est quand les murs commencent à monter. Donc, au moment où on va arriver là, il faut que la gestion soit saine. Pour ça, si je dois lutter contre l'impunité aujourd'hui, faudrait-il lutter aussi contre l'impunité hier? Parce que je me rappelle toujours j'ai eu 2 débats au Parlement qui m'ont frappé. Le premier, c'est avec El Hadj Camara. Ministre des Finances. Je dis il faut lutter contre la corruption. Il m'a dit, monsieur Condé ne peut pas lutter contre la corruption. J'ai dit comme il dit non. Si Yamoussa a été ministre, il a 10 villas, je ne sais pas combien de voitures. Si Kaba Condé devient ministre, ses parents vont lui dire si tu n'es pas maudit, fais comme Yamoussa. J'ai pris la parole, j'ai dit non, monsieur le ministre. Si Yamoussa qui a 10 maisons et 10 choses, si on l'avait jugé, saisi ces maisons, si Kaba Condé vient, ses parents vont lui dire ne nous fais pas honte comme Yamoussa nous a fait honte. Ça, c'est la première réponse. La deuxième, c'est à mon frère Madi Kaba, qui était ministre de l'Industrie et du Commerce, qui a dit l'État n'investira jamais. Je dis, mais mon frère, mais n'est pas cette peur-là du Fonds monétaire, toi aussi. Si l'État n'investit pas, vous dites les privés, il n'y a aucun privé qui investit. Alors, on n'aura jamais d'industrie, on n'en a jamais eu. Il dit une politique courageuse, l'État investit, et quand ça devient rentable, il privatise. Parce qu'aucun privé ne va investir ici, ce n'est pas financièrement rentable. Et celui qui a des investissements rentables économiquement, qui ne sont pas rentables financièrement, ne le fera pas. Il y a des investissements rentables socialement qui ne sont pas rentables financièrement, ne le feront pas. Il y a des investissements financiers, investissements rentables financièrement après. La preuve, on aurait pu faire les usines, etc., le quinquennat et tout ça, etc. La France, après la Deuxième Guerre mondiale, a étatisé, a développé toutes les banques et toutes les grandes entreprises. Et après, quand c'est devenu très rentable, Balladur les a privatisés. Donc on s'est enfermé dans, sans compter l'autre nationalisme étroit, le troisième, qui était son pareil. Quand je disais en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, il dit motion d'ordre, il faut comparer la Guinée à la Guinée. Mais enfin, si je compare
Cissé diplomate à Cissé diplomate, où est la comparaison? Je la compare ces diplomates à Ya Moussa ou Ya Moussa, voilà pour qu'on voit Kaba-Condé. Mais voilà un peu le non-sens dans lequel on a été enfermé pendant la Deuxième République. Et qui finalement, ça a été un crime économique contre la Guinée. Parce que toutes les entreprises que Sékou Touré a laissées ont disparu. Il n'y a rien à remplacer. Et le FAPA aurait pu permettre à la Guinée d'être autosuffisante aujourd'hui si on avait tiré les leçons des erreurs et amélioré le fonctionnement. Mais comme je dis souvent en Guinée, on jette le bébé avec l'eau sale au lieu de jeter l'eau sale. La colonisation n'a pas fait que de mauvaises choses. Le PDG est venu, impérialisme, allez, on balaye tout ça. Après la Deuxième République, le Fonds monétaire est venu, libéralisme sauvage, bon, tout ce qui est État, on balaye. La conséquence, on n'a plus rien. Regardez la cité du Niger à Farana, ou bien la maison du gouverneur, ou la cage à parable, ou les maisons de Myriam Makeba, c'est de là-bas. De là-bas, les zones les plus touristiques du monde, c'est la chute de plus de lui. De là-bas, on peut développer un tourisme extraordinaire qui n'existe pas dans les autres pays, sauf au Kenya ou en Tanzanie, qui n'existe pas en Afrique de l'Ouest. Mais voilà, même la voile de la mariée, aujourd'hui, si on ne réaménage pas, va disparaître. Voilà, concrètement. Ça, c'est des débats concrets sur lesquels maintenant, on va se mettre non plus des... Moi, j'ai pris des engagements précis. Je lutte pour les pauvres, pour diminuer la pauvreté, surtout des jeunes et des femmes. Je ne mets pas plus des engagements que veulent mettre des ministres Malinké ou des ministres Peul ou des ministres Soussou. Ce n'est pas ça mon engagement. Et c'est pourquoi on va généraliser les concours. S'il y a concours, on ne sait pas à qui on va qui est guérisé. S'il y a concours, il y a concours. Surtout que ça sera corrigé par des experts étrangers. Voilà un peu un certain nombre de problèmes qui fait que on masque les réalités guinéennes pour qu'on ne parle pas des problèmes concrets. Mais désormais, on va parler de problèmes concrets, on va communiquer, on va discuter. Vous me reprochez de ne pas faire de conférence de presse, je vais en faire. Et je vais vous écouter, et je vais aussi vous rendre votre sensibilité. Parce que vous savez parler maintenant, mais vous étiez là, tout s'est passé devant vous. Il y a des journalistes qui ne sont pas jeunes, vous étiez là. Vous étiez là. Vous étiez là. Bon, maintenant, on va avoir la responsabilité de chacun. Ceux qui crient, ils ont crié hier ou pas, ou bien ils se tairaient. Bon, quand les ministres me parlent, mes cadres, je dis, mais quel cadre? Les cadres qui ont géré le pays où il en est, vous allez me faire l'expérience de ces cadres-là, etc. Bon, il y a beaucoup de débats. Chacun doit voir sa responsabilité dans ce qui se passe en Guinée. Donc, vous n'êtes pas des spectateurs, des journalistes spectateurs, non. Vous avez été acteurs. Mais vous aussi, on discutera aussi de votre action. Vous avez manié, comment ça s'appelle, au lieu de faire des articles objectifs, vous avez fait comment on appelle ça, il y a un extrait en français, pour faire plaisir aux dirigeants, c'est-à-dire la plume, etc., etc. Bon, tout ça. On va avoir des débats directs. Moi, je ne crains rien, je n'ai peur d'aucune critique, d'aucune discussion, mais je vous dirai aussi ce que je pense. Parce que chacun doit... Moi, je n'ai jamais dirigé le pays, j'ai été opposant. D'ailleurs, le RPG n'a jamais participé à un gouvernement, j'ai été conséquent avec moi-même. Mais on va poser la question aussi. Quand je m'a posé la question, je me dis, mais dans telle année-là, tu as écrit ça, tu as fait ça. Parce que aussi, j'ai la mémoire. Et j'étais là, j'observais. Donc, nous allons avoir un débat franc, libre, et pour que la Guinée s'en sorte, c'est cela. Ce que j'ai dit en Durban, quand j'ai dit au chef d'État, nous sommes assis sur une bombe, c'est une image fatale, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, oui, nous sommes assis sur une bombe, on est une jeunesse, 60% de la population africaine a moins de 35 ans, ils vont sur Internet, ils savent ce qui se passe dans le monde. Si on ne résout pas leurs problèmes, on va sauter. Au prochain sommet, on a invité la jeunesse, pour la première fois. Évidemment, les jeunes sont venus, ils ont parlé de façon arrogante, évidemment. Bon, il y a une qui s'est permis de dire, dans 30 ans, vous ne serez plus là. C'est vrai qu'on ne sera plus là, mais ce n'est pas la peine de lui dire que... Évidemment, Museveni, qui n'est pas quelqu'un qui se laisse faire, c'est levé pour répondre. Je dis, mais il faut le laisser. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc, je pense que il faut qu'on n'ait plus de débat libre. Moi, je serai prêt au débat libre. Vous me reprochez de ne parler qu'à la presse à l'extérieur, mais c'est parce que quand je suis à l'extérieur, on me pose des questions. Bon, maintenant, nous allons organiser des conférences de presse de temps en temps, pas passer pour avoir de la diarrhée verbale.
Hein? Parce que c'est pas mon habitude. Oui. Nous disons donc merci au président de la République, chef de l'État, professeur Alain. Merci au Non, il y a une dernière question. Il faut permettre à la dame. Aucune, non. Il n'y a aucune femme qui a posé des questions. La femme, après, c'est fini. C'était l'état de la radiodiffusion nationale. Vraiment, vous, maintenant, mais pour les générations qui vont venir après vous. Je n'ai jamais commenté les déclarations. Depuis que j'étais opposant, je n'ai jamais commenté la déclaration d'un homme politique. Je n'ai jamais répondu à un article de journal. Aucun journaliste ne peut dire ici que j'ai demandé droit de réponse. Dans tous les numéros d'indépendants, chaque semaine, Sako m'attaquait. Chaque semaine, tout le monde le sait. Je n'ai jamais répondu. Je n'ai jamais demandé droit de réponse. Même quand un journaliste a menti que j'ai dit que j'ai honte d'être musulman, je n'ai pas fait de droit de réponse. Donc, depuis que je suis de la politique, je n'ai jamais répondu à quelqu'un, ni à un journaliste. Je n'ai pas de commencer aujourd'hui, vous êtes tous témoins. Il n'y a pas un seul journaliste, il n'y a pas un seul journal où on a vu droit de répondre d'Alpha Condé. Donc, je ne vais pas commencer maintenant. Et je ne commente pas les déclarations des hommes politiques. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est comment la Guinée va être, parce que la Guinée a les moyens d'être le pays phare et pilote de l'Afrique de l'Ouest, pas parce qu'elle n'est plus beau, mais parce qu'on a des potentialités. C'est comment je vais contribuer à cette émergence pour que la Guinée ait sous ce rôle-là. C'est ça mon problème. Le reste, vraiment, ne m'intéresse pas. Donc, je vous remercie.